Nous passons au dernier tournoi de cette semaine, donc l'Armed Force Day GT, 30 joueurs. Alors on nous dit que certains ont drop, pas qu'il y a un processus de drop pour les joueurs qui ont été supprimés. Je sais pas trop quoi en penser, mais bref, 5 rondes dans l'Illinois. Donc au niveau de la mission, on est sur Tide of Conviction et on a Grey Knight contre Imperial Knight. Donc on a Mike Neese avec ses Imperial Knight, donc on est en Taranis, en haute, en serment il a fait Defend the Realm et Lay Low the Tyrant, donc Taranis, Questor Mechanicus pour les PV en plus, etc. Donc on a une unité de 2 Armigers Elverine, une unité de 2 Armigers Elverine again. Cette fois-ci, on a le Home du Bâtard sur l'un d'eux. Ensuite, on a une unité de 2 Armigers Warglaive. On retrouve ensuite un Knight Crusader avec Master Tacticien, Fury of Mars, Knight Baron, Machine Focus, et le Knight of Mars. Ensuite, on a encore un Crusader avec le Presems, l'Endless Fury et le Yun Boulevard en seigneur de guerre. Du côté de Aaron Towler et ses Grey Knights, nous retrouvons donc un bataillon avec un Brotherhood champion, Gate of Infinity, l'Iron Halo, bon ça oui c'est classique, Nemesis Sword, ok. Ensuite on a le Brotherhood Tech Marine avec le Warp Shaping pour changer les vagues en cours de jeu. Je regarde s'il a quelque chose, il a le Shield of Humanity. Eh bien, ensuite on retrouve un Grand Master en Nemesis Dread Knight avec le classique Empiric Amplification. Ils sont en pression Brestrain, j'ai oublié de le préciser. L'Aniel Diganville, donc ça c'est pour le super OP. On a le Vortex of Doom, le téléporteur. Il joue un Nemesis Demon Grithammer et non pas la Sword, donc ça change un peu. Après on a le classique, Servant of Throne et Sigil of Exigence pour la TP, l'invue à 3, blablabla. En troupe, on retrouve 3 unités de Strike Squad, de 5 Strike Squad, toutes en Nemesis Force Sword, en épée du coup. On a une grosse unité de 9 paladins. Il nous a pas précisé les pouvoirs psychiques, mais je présume qu'il a pris la résilience là de l'armure. Ensuite, on a une petite unité de 4 serviteurs. En attaque rapide, on a 2 unités d'intercepteurs en épée Nemesis. Et en soutien, nous allons avoir 2 unités de 5 Purgation Squad en Nemesis Sword aussi et 4 Psycanons chacune. Et un Nemesis Dread Knight tout seul, avec la Gatling Psy Lancer et le Psycanon lourd. Enfin, pour terminer avec la liste Grey Knight, nous avons en transport dédié 2 rhinos. Une chaude action de chevalier à chevalier. Alors qui va sortir vainqueur? Heureusement, nous sommes revenus à un jeu où les deux camps ont de vrais atouts, ce qui rend l'affrontement passionnant. Le tir des chevaliers impériaux est excellent dans beaucoup d'actions des chevaliers gris, et chose inhabituelle, ils ont même un plan assez décent pour attaquer le blob de paladin à distance grâce au combo Princeps Maître Tacticien. Cela ne va pas les anéantir, mais suffisamment de blessures mortelles vont leur être infligées, à moins que les chevaliers ne soient extrêmement malchanceux. Épuisez sérieusement les squads. Que les 5+, feel no pain, ou non. Les canons alverins sont également très intéressants, les paladins s'en moquent, mais ils sont idéaux pour punir les Grey Knights qui osent être visibles. Les chevaliers gris ont aussi quelques options, les dégâts psychiques vont être un facteur assez important ici, réduisant les Warglaives et avec seulement 8 modèles pour une mission à 6 objectifs, chaque Armiger perdu est un coup dur pour les chevaliers. Je pense qu'il y a 2 grands avantages que les chevaliers gris peuvent exploiter ici. Tout d'abord, contre une armée à faible nombre de figurines sur cette carte, ils peuvent rendre rituel de purification et lever haut les bannières et mener de marquer les points passifs, relativement très forts qui obligent les chevaliers impériaux à venir s'en occuper. Le problème, c'est que les chevaliers impériaux n'ont que 2 warglaives, le reste de leur modèle étant conçu pour le tir. Il n'est donc pas difficile pour une attaque contre-charge psychique initiale d'éliminer toutes les menaces de mêlée. À ce stade, les chevaliers sont un peu dans le pétrin. Si les chevaliers gris peuvent se cacher derrière le terrain, ils accumuleront des points plus rapidement que les robots. Mais s'ils avancent pour engager le combat, ils devront donner des points à Brigandon, qui sera très probablement le 3e objectif secondaire des chevaliers gris. Cependant, même si les chevaliers restent méfiants, les chevaliers gris peuvent perturber leur marquage. Renouveler les serments nécessite de déplacer les chevaliers à portée de frappe facile, tandis que les intercepteurs peuvent balayer la zone de déploiement des chevaliers et charger un Elverine pour perturber Yell No Ground. Les rhinos sont également assez bons ici, avec le faible nombre de modèles des chevaliers. Chaque fois qu'ils résistent à un tir avec quelques blessures restantes représente une situation où leur contenu esquive complètement le tir de ce qui était à venir. Je pense fondamentalement que si vous remplaciez 2 Elverines par 2 Warglaives de plus, ce jeu pencherait un peu en faveur des chevaliers. Ils l'ont réussi à mener l'hôte d'argent assez près comme ça.
les croisés étant moins capables d'intimider en mêlée qu'ils ne l'étaient en 8e. Je ne pense pas que l'on ait besoin de 4 armigueurs tireurs au-dessus d'eux, et 2 menaces de mêlée supplémentaires leur donneraient la possibilité d'exercer une pression après les pertes initiales des deux côtés. La liste est clairement forte en l'état, mais être capable d'envoyer des warglaives sur un adversaire quand la situation l'exige est une partie suffisamment importante du plan des chevaliers pour que je veuille m'y attarder davantage dans ma liste. Donc nous avons une victoire des Grey Knights, 90 à 78, donc nous avons 12 points de différence, soit pile ce qu'il faut pour faire un 12-8. Alors non, c'est 11 points, mais voilà, un point de victoire près. GG à Aaron Towler avec ses Grey Knights pour avoir atteint la première place de ce tournoi. Une belle liste de pression Brestren polyvalente pour finir aujourd'hui avec les Paladins, plus le renfort de Unyielding Anvil. Ils sont probablement un facteur beaucoup plus important dans la plupart des parties qu'ils ne l'étaient dans l'épreuve de force. Entre eux et les Rhinos, il y a une bonne quantité de contrôle du plateau ici, et j'aime vraiment la flexibilité de la liste dans son ensemble. Un gagnant bien mérité. Pour le reste du best, on retrouve 4 joueurs à 4 victoires, 1 défaite. Donc en deuxième place, on a Mike Nees avec ses Imperial Knights qu'on vient de voir. En troisième place, nous avons Chris Baybar en Necron avec un double Octane external expansionniste. Donc soit un Deceiver Void Dragon, soit un Nightbringer Void Dragon en général. En quatrième place, nous avons Tyler White avec l'Adepta Sororita en Bloody Rose avec Mekamash. Donc on a 2 unités de Parangon et 6 mortifières. Donc ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et enfin en cinquième place, nous avons Douglas Miller avec de la Death Guard, donc toujours présent, en inexorable avec Mortarion, du Demon Engine et 3x3 Blightlord. Récapitulatif, c'est tout pour cette semaine. Nous avons un week-end un peu plus calme à venir, mais après cela, c'est la grande explosion estivale du WTC. Donc nous verrons encore plus de présentations de Nephilim haut de gamme dans un avenir proche. Commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com comme toujours.